Après le suspense, la sentence. 16 départements sont reconfinés, 21 millions de Français. Pourtant, d'autres solutions ont été envisagées ces derniers jours, comme les transferts de patients vers d'autres régions. Mais ces évacuations sanitaires ont-elles tenu leurs promesses? Doucement. Faute de malades transférables, tous les TGV médicalisés sont restés à quai. Pourquoi les TGV sanitaires aujourd'hui vont être annulés? Parce que nous ne trouvons pas de malades à mettre dans ces TGV. Il ne faut pas qu'ils soient trop graves, parce que c'est prendre un risque, mais il faut qu'ils soient suffisamment graves pour que ça vaille le coup de les transférer. Il ne faut pas qu'ils soient trop gros, parce que dans les TGV, qui ne sont pas un vrai train sanitaire, ils passent pendant les portes, et il faut l'accord de la famille. Ces 4 conditions aujourd'hui sont réunies pour très peu de malades. Et dans de nombreux cas, c'est justement l'accord de la famille qui fait défaut. Un exemple, au service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris, seul un patient sur 16 était suffisamment stable pour être évacué cette semaine. Ses proches s'y sont opposés. Imaginez un de vos proches qui est extrêmement malade, dont le pronostic vital est mis en jeu, hospitalisé en réanimation, et d'un coup on va vous dire qu'il va être transporté à l'autre bout de la France pour libérer un lit. Donc je comprends complètement l'appréhension des familles vis-à-vis de ces transferts. Selon l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, seuls 10 transferts ont été effectués en 3 jours. Un chiffre presque dérisoire, tant les besoins en lits de réanimation sont élevés dans les établissements franciliens. Alors, s'il est compliqué d'évacuer des patients hors des régions sous tension, serait-il possible plutôt d'ouvrir des lits de réanimation pour accueillir des nouveaux malades du Covid-19? Allez, 1, 2, 3. Trop tard, selon certains médecins de la région. Si on n'avait pas perdu 15 jours à nous parler d'évacuation sanitaire, de trains sanitaires, on aurait pu solliciter le personnel, équiper les locaux. C'est pas très long à faire le ménage, à mettre des lits, du matériel, vous voyez. Donc, c'est pas le choix qui a été fait. Si la situation dans les hôpitaux est trop tendue désormais pour y faire de gros changements, peut-on faire appel aux services de santé des armées en renfort? Il y a un an, c'est ce qui avait été fait dans la région Grand Est, épicentre de l'épidémie à l'époque. Un hôpital de campagne militaire avait été assemblé à Mulhouse, mais une telle opération prend du temps, même en situation d'urgence. C'est quelque chose qui se prépare, qui met un certain temps à être mis en place. Pour parler de l'élément militaire de réanimation à Mulhouse, que nous avions ouvert l'année dernière, il avait fallu à peu près une dizaine de jours pour monter cet élément. Surtout que ces structures ont des capacités limitées, insuffisantes pour répondre aux besoins de la région parisienne et des Hauts-de-France. À titre d'exemple, 1100 personnes sont hospitalisées dans les services de réanimation franciliens. Ça peut être effectivement une solution, mais c'est vraiment pas la grande solution. Encore une fois, on parle de 30 lits et c'est vraiment pour aller au maximum, sachant que c'est le mantra de l'armée depuis le début de cette crise. L'armée, elle fait à la hauteur de ses moyens. C'est-à-dire que l'offre de soins venue de l'armée, elle n'est pas énorme, c'est 0,7% de l'offre de soins totale en France. Pour l'heure, il n'y a qu'à Mayotte que le ministère des Armées a déployé des renforts. 10 lits de réanimation ont ainsi pu être ouverts au sein du centre hospitalier de l'archipel.